d'aujourd'hui est un peu particulier car il est en collaboration avec l'OCOSP, l'Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle de Neuchâtel. Je les ai approchés il y a quelques temps pour réaliser un ou plusieurs épisodes avec eux. Voici donc l'interview de Michele, 30 ans, conseiller d'orientation à l'OCOSP. Après l'école obligatoire, il a entrepris un CFC d'employé de commerce. Après ça, il a fait un stage de quelques mois à l'OCOSP justement, où il a découvert indirectement le métier de conseiller d'orientation. Il a ensuite fait les passerelles nécessaires pour étudier à l'université dans le but de lui-même exercer ce métier. Aujourd'hui, il travaille principalement dans un bureau périphérique de l'OCOSP dans un collège où il suit plusieurs classes. En espérant que la réorientation d'un conseiller en orientation vous intéressera, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Michele, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc toi, tu as entrepris un apprentissage d'employé de commerce directement après l'école obligatoire. Je connais pas bien les différents formats de CFC qui existent. Toi, tu as fait quoi exactement? Alors, du coup, il faut savoir qu'il y a deux différences pour entamer un apprentissage. Donc, à mon époque, c'était possible de le faire encore en apprentissage en école à plein temps, c'est-à-dire que tu es formé à l'école et que tu ne bouges pas de l'école. Donc, je dis à mon époque parce que maintenant, ça n'existe plus que si tu fais la CFC avec la maturité directement. Le CFC unique n'est plus possible en école. Ça, c'était quelque chose qui était possible à mon époque. Et puis, la deuxième variante, ça serait de le faire en apprentissage en entreprise, donc la formation alternée en entreprise et en école. Euh, et moi, du coup, j'ai décidé de le faire en école à plein temps, principalement parce qu'à l'époque, j'étais pas non plus, pour être assez franc, pardon, euh, je me sentais pas vraiment très très prêt de partir sur du dual, d'aller dans un monde professionnel, travailler avec des adultes. Ouais, c'est vraiment pas évident de se lancer dans le milieu professionnel à 15 ans. C'est un environnement qui nous est complètement étranger. C'est ça, j'ai terminé l'école obligatoire, j'avais 15 ans, et puis on- c'était assez différent de maintenant. Il n'y avait pas autant de suivi, en tout cas à mon époque, euh, par l'OCOSP ou par des services d'orientation, des choses comme ça. On a eu quelques leçons en classe en dixième, mais on n'intervenait pas autant en fait systématiquement. Moi, je suis issu de l'ancien système, donc j'imagine que toi, tu as aussi fait ton école obligatoire avec les différentes sections, donc Matu, voilà, exactement. Je suis sorti de Moderne, donc qui est la voie qui correspondrait actuellement à grosso modo deux niveaux de quelque chose comme ça par rapport au système actuel. Ouais, c'est toujours compliqué de faire les correspondances. Ouais, c'est hyper compliqué, vraiment. Mais ça correspondrait plus ou moins à ça, de niveau 2. Du coup, j'avais cette possibilité de faire une formation en école à plein temps et c'est vrai que à l'époque, je me suis pas trop posé la question, je me sentais pas d'aller en apprentissage dual, donc j'ai assez vite fait le choix de partir là où il n'y avait pas de contrat d'apprentissage à chercher, où c'était le moins fastidieux en fait. À l'heure actuelle. Parce que, bien entendu, c'est pas le raisonnement qu'il faut avoir, mais c'est le raisonnement que j'ai fait, en fait. Mais c'est ce que je déconseille en règle générale à mes élèves. On a eu un tout petit problème technique, du coup, la qualité des voix est différente pour le reste de l'épisode. Voilà, c'est tout. Oui, parce qu'effectivement, c'est plus simple tu t'inscris à une école, euh, tu as tes cours qui ressemblent à ce que tu avais en école obligatoire et du coup, tu es quand même moins désorienté, alors qu'effectivement, une phase d'apprentissage, c'est un tout autre système et c'est d'autres responsabilités et une autre manière de fonctionner, d'autres horaires. Enfin, C'est ça, on te demande d'être un peu plus, j'ai envie de dire, bah tu vois, tu vas être dans le monde professionnel avec des adultes, donc on te demande déjà un minimum d'autonomie, enfin et puis d'avoir connaissance vraiment de ton parcours. Voilà, moi l'idée c'est que je suis vraiment allé là-bas à tâtons, hein. Il y avait pas d'objectif, hein. C'était vraiment, voilà, il y a ça qui est possible. C'était vraiment le choix par défaut, le truc qu'il faut jamais faire en fait. Euh, il y a beaucoup donc de gens qui font, ouais. exact, exactement. Ça pourrait s'apparenter un petit peu à
ce que les élèves font maintenant le choix d'aller au lycée parce qu'ils savent pas vraiment quoi faire. Du coup, ils se disent bon, bah voilà, j'ai encore 3 années pour réfléchir. Oui, et puis aussi l'interaction que tu as quand tu es en apprentissage avec des adultes, c'est une interaction que tu n'as jamais eue ailleurs, en fait, parce que tu as 15 ans et que les interactions avec les adultes que tu as eues, c'était tes parents et les profs. Mais en fait, être collègue, c'est aussi très nouveau. Enfin, je pense que c'est aussi déstabilisant quand tu as cet âge-là. Complètement, hein, tu débarques complètement dans un nouveau monde. Comme tu dis, à l'école, ce qu'on t'a appris, c'est grosso modo à répondre aux questions, mais on t'a pas vraiment appris à être professionnel, à avoir des comportements sociaux, j'ai envie de dire adéquats, où tu peux aller avec les adultes, ce qu'il faut éviter de dire. C'est vraiment une remarque que j'ai souvent avec mes élèves à moi. C'est vraiment, mais voilà, je sais pas comment faire. Et du coup, moi, à mon époque, en tout cas, j'ai l'impression que j'étais moins accompagné pour aller vers ce monde professionnel que à l'heure actuelle, en fait, avec ce que je fais avec mes élèves. Après, peut-être que je leur donne ce que moi j'ai, enfin, j'essaye de leur donner ce que moi j'ai pas, ce qui me manquait, en fait, à leur époque. Après, je sais pas si je le fais bien, j'espère. J'espère les accompagner, mais voilà, grosso modo, c'était ça. Ok. Donc, tu as fait ce CFC, c'était sur 3 ans, je pense. C'était sur 3 années. Et à la suite de CFC, il y avait la possibilité qui était ouverte soit d'aller travailler immédiatement, soit de faire un complément théorique d'une année pour avoir la maturité, plus encore une année de stage pour avoir la maturité professionnelle en fait. Donc la matu correspondait à une année théorique plus une année pratique en entreprise. D'accord. Parce que du coup, pendant tes 3 ans, donc c'était que cours, mais je sais qu'il y a des formations très théoriques qui font quand même des stages. Vous avez eu des stages obligatoires, même de 1 ou 2 semaines pendant votre... C'est exactement ça. On avait des stages qui étaient imposés, donc dans l'économie, où on devait trouver par nous-mêmes, et on avait des stages dans ce qu'ils appelaient des entreprises d'entraînement, qui étaient des entreprises qui étaient affiliées à l'école et qui fonctionnaient un peu de manière fictive, où on devait gérer des stocks, gérer des commandes, mais qui n'existaient pas en fait. D'accord. Donc, si on faisait une bêtise, il n'y avait pas forcément de répercussions. C'était vraiment la première étape, quoi. Je ne sais pas si ça se fait toujours, très honnêtement. Moi, ça m'avait bien plu. J'ai jamais entendu parler, alors... Ouais, je sais pas si ça existe encore, mais c'est un premier pas assez intéressant, je trouve, pour vraiment pas aller, tu vois, te faire confronter à quelque chose de réel, de concret. Ouais, j'aime bien ce concept de fausse entreprise, mais ça m'interpelle. Et du coup, il y en avait beaucoup des entreprises comme ça. Est-ce que c'était... Ouais, j'ai de la peine à imaginer vraiment comment ça fonctionnait. On a fait, je me souviens plus, c'était environ 4 ou 5 semaines d'entreprise d'entraînement durant la deuxième et la troisième année du CFC. Et ça se passait ici sur Chaux-de-Fonds, dans une entreprise qui s'appelait Arc-en-Ciel, qui était juste à côté de la Partiale. Je sais pas si tu es du coin. Tu vois à peu près, ouais, en face de la brasserie, hein, grosso modo. Ouais, ok. Et c'était assez sympa parce que il y avait des personnes qui travaillaient là réellement, donc qui étaient rémunérées pour être là, qui n'étaient pas du tout là de manière fictive. Mais le travail en soi, c'était vraiment des choses, de la gestion de marchandises, de la comptabilité qui découlait sur rien en fait. Derrière. Donc vraiment l'idée, c'était d'y aller progressivement, de pas déstresser si tu faisais une erreur de commande et que ça a pas de répercussions en fait. D'accord. Bon bah ouais, intéressant. Nouveau, je sais pas si ça existe encore, mais donc 3 ans d'école avec des stages au milieu. Et donc tu disais donc tu as enchaîné directement avec une année en plus théorique pour avoir une maturité professionnelle, plus encore une année de stage après, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, il y avait un complément théorique en français et mathématiques surtout, et le complément pratique qui était un stage de 39 semaines. On appelait ça les stagiaires 39 semaines à mon époque. Donc, c'était grosso modo une année, avec les vacances et tout, on y est, quoi. Et
ça s'est fait un peu de manière particulière parce que bah voilà, j'ai postulé comme un malade pour trouver mon stage parce que j'avais envie de faire quand même ma matu, hein, déjà dans l'idée de poursuivre mes études. Et je me suis présenté à plusieurs entretiens. Il y a un patron où ça a bien matché. Et il m'a dit textuellement comme ça, il m'a dit ah bah c'est top, votre profil il correspond à ce qu'on recherche, il n'y a pas de raison que ce soit pas vous, on vous rappelle. J'étais là, bon bah plutôt bien parti, hein, il me semble. Et première erreur, c'est bah j'ai laissé tomber les recherches en fait. Je me suis dit bon, il m'a dit oralement c'est ok, je vais te prendre, même on se tutoyait je crois. Il m'a dit bah voilà, je te prends comme ça oralement. Je me suis dit bon bah top, je vais pas faire forcément plus de recherches de mon côté, hein. C'est quand même assez pénible hein, de faire des postulations, des entretiens. C'était pas mes premières postulations. Du coup voilà, j'ai relâché la pression. Et puis finalement, il s'est avéré que 3 mois plus tard, il me donne un courrier. Enfin, je reçois un courrier. Du coup, je me suis dit bah top, ça doit être mon contrat mon contrat de travail grosso modo. Et puis non, c'était une lettre de refus. Oh. C'était une lettre de refus qui me disait voilà, malgré votre profil et tout, on a choisi de prendre un autre candidat. Ouais. Et du coup, j'étais à la fin de mon année théorique, hein, tu vois, et il fallait absolument que je retrouve pour la rentrée scolaire d'après. Et en désespoir de cause, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'ECOSP. Et je leur demande, mais voilà, il n'y a pas moyen d'avoir une liste des patrons qui sont encore à la recherche d'un stagiaire de 39 semaines parce que je suis totalement à la ramasse, il m'est arrivé ci, ça et ci. Et là où c'est assez hasardeux, la secrétaire en question qui était là à l'OCOSP me dit ah bah désolé, on n'a pas ces listes-là. Par contre, nous, on cherche un stagiaire, en fait, employé de commerce, qui finalise, en fait, sa formation. C'est fou. C'est fou, ouais, c'est fou. C'est vraiment, des fois, les parcours se font de manière totalement hasardeuse. Et du coup, je me suis dit, bah, trop bien, je vais postuler au plus vite. J'ai eu un entretien et j'ai été accepté auprès de l'OCOSP, mais en tant qu'employé de commerce. C'est dingue. Ouais. Ça fait vraiment film, quoi. Ouais, c'est le scénario assez peu probable, hein, comme ça. Je me pose toujours la question finalement de me dire bah, si j'étais pas allé chercher cette liste-là tel jour, est-ce que j'aurais su qu'il y avait cette place-là déjà pour finaliser ma place d'employé de com? Et est-ce qu'après je serais rentré en contact comme ça avec l'OCOSP, avec le métier de conseiller, hein, qui est pas du tout mon métier à la base. J'étais de l'autre côté du boulot. Moi, j'étais plutôt celui qui tenait les dossiers à l'OCOSP et pas celui qui les gérait, qui les conseillait. Donc, c'est assez marrant, je trouve, comme parcours. En un après-midi, voilà, si j'avais pas décidé de passer à l'OCOSP là, peut-être que je serais pas là en train de te parler et puis d'avoir cette discussion-là sur ma réorientation. Donc, voilà, c'est tout ce côté hasardeux, en fait, qui m'a fait tomber à l'OCOSP pour terminer mon stage de 39 semaines. Mmh. C'est vertigineux d'un côté parce que tu dis ah ça se joue à rien en fait une carrière. Enfin, carrière je trouve ça fait très. Ça fait très j'ai 50 ans, j'ai 20 ans de bouteille derrière moi, c'est ça. Mais ouais c'est vertigineux parce que tu dis ça tient à rien et en même temps je trouve ça aussi rassurant de se dire mais en fait je sais qu'il y a beaucoup de gens qui stressent, dont moi qui stressais de se dire ah j'ai pas de vocation, j'ai pas. Il y a des gens autour de moi, ils savent depuis qu'ils ont 5 ans qu'ils veulent être médecins, et puis là, ils sont en médecine et ça se passe bien. Et moi, j'ai pas ça. Et de se dire qu'en fait, en fait, on peut juste se laisser aller par la vie et puis voir ce qui arrive. Et des fois, ça marche. C'est exactement ça, hein. Moi, j'avais la même réflexion. Mes potes très proches ont toujours eu vraiment cette idée. Voilà, j'ai envie de faire architecte, j'ai envie de faire prof de sport. J'ai envie de faire informaticien, c'est ma vocation, c'est mon truc. Moi, j'ai jamais eu vraiment ça dans ma vie où je me suis dit il y a un métier pour une seule personne. Je crois que enfin, fondamentalement, je crois que après c'est une de mes croyances, mais je pense que c'est assez faux. Je pense que plusieurs personnes, enfin, une personne pourrait faire plusieurs métiers et s'épanouir. Il n'y a pas un seul métier pour une seule personne.
D'où l'idée de faire du tri aussi avec ces professions-là. Et donc, des fois, il y a des parcours assez hasardeux. Mais provoquer un petit peu, d'y aller à tâtons, ça peut ouvrir vraiment sur des choses assez sympas. Ça peut être un stage qui s'est dans, dans, dans un métier rien à voir, qui débouche sur autre chose. Ça peut être des expériences professionnelles, euh, des petits jobs d'étudiants, et puis ça croche sur des passions. Ça, voilà, ça peut être vraiment énormément de choses, énormément de choses. Ok, ok. Et alors juste avant de continuer là-dessus, juste pour terminer, donc tu les as vécues comment ces 4 années théoriques, donc, dont 3 de CFC et une de maturité, comment tu les as vécues? C'était comme une continuité de l'école secondaire? Est-ce que tu t'es embêté? Est-ce que tu as découvert des nouvelles branches? Alors, la transition de l'école obligatoire au CFC, elle a été extrêmement difficile. C'était un changement de ville, un changement d'école. C'était pas forcément loin. Moi, j'étais Loclois, je suis monté sur Chaux-de-Fonds, donc c'est à 35 minutes de bus, hein, tu vois. C'est pas du tout loin, mais la transition a été assez dure, surtout parce que je donnais pas beaucoup de sens en fait à ce que j'allais faire après. Oui, parce que c'était un choix par défaut. C'est ça, exactement, exactement. Et quand tu bosses pour quelque chose auquel tu n'arrives pas à donner du sens, moi je suis pas arrivé à accrocher en fait. Mm. Donc assez rapidement au semestre de première année, je me suis posé la question d'arrêter en fait. Mais pour faire quoi? Et là était tout mon dilemme en fait. J'étais toujours pas prêt à aller dans le monde professionnel. Euh, J'avais pas forcément d'autres portes pour aller dans d'autres écoles. Et j'avais vraiment zéro idée, hein. J'étais vraiment paumé. Et jusqu'au jour où je discutais de ça avec ma mère, je me souviens, anecdote assez drôle. Puis elle m'a dit, ok, tu prends une semaine, tu vas pas en cours, on explique à la directrice ce qui se passe, donc on a écrit. Et puis tu prends une semaine pour réfléchir. Pris une semaine. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et arrivé au bout de la semaine, zéro idée, quoi. Évidemment, tu fais la démarche tout seul dans ton coin. Voilà. C'était vraiment pas le bon plan. Du coup, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est elle m'a traîné à la Migros et on allait voir, tu sais, les personnes qui font la plonge, quoi, la vaisselle, hein, à la Migros finalement, quand les cafétérias étaient encore ouvertes jadis, à notre époque pré-Covid. Et il y a un gars enfin, elle s'approche avec moi d'une personne, puis il lui fait, voilà, j'ai mon fils qui en a marre des cours, qui aimerait essayer de travailler directement. Puis le mec, vraiment, je me souviendrai toute ma vie, hein, j'avais une quinzaine d'années. Le mec me regarde, puis il me fait, non, mais tu seras mieux à l'école. Et le gars était en sueur en train de faire sa plonge, enfin sa vaisselle, ou ça gueulait. Je me souviens que c'était extrêmement bruyant. Puis je me suis dit, non, mais voilà, c'est pas, je me sens pas prêt. Je me sens pas du tout prêt d'aller travailler. Je me sens, enfin, sans CFC, hein, sans formation, on est bien d'accord. Du coup, je suis rentré le lundi prochain à l'école et crois-moi que j'ai donné déjà un peu plus de sens au fait que déjà de ce que je ne voulais pas faire, et aussi sur le bénéfice d'avoir une première formation, quitte à switcher après. J'ai vu pendant cette semaine quand même qu'il y avait énormément de choses qui étaient possibles dès le moment où tu avais une maturité. Ouais. Et je me suis dit, tiens bon jusqu'au bout, tiens bon jusqu'à ta matu. Et ça te donnera la possibilité d'accéder, notamment, j'avais déjà dans un coin de ma tête l'idée de partir faire des études supérieures. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Donc j'ai donné du sens à ma formation, pas en le voyant comme l'aboutissement d'un métier en soi, mais dans la possibilité en fait d'accéder à d'autres choses, et notamment des études supérieures. Mmh. Oui, et puis je pense que le fait que ta mère t'ait confrontée à ce monde du travail de manière très directe, et au final t'as pas travaillé, juste t'as vu ce que ça pouvait être un milieu pro. En l'occurrence, la cuisine, c'est vrai que je pense que c'est très apparent quand t'as 15 ans. Franchement, les apprentis cuisine qui se lancent directement après l'école secondaire, chapeau à eux. Oui, clairement.
Mais du coup, oui, cette peur que ça t'a créée, tu t'es dit, bon, c'est bien que je fasse des études et que j'ai pas besoin de travailler dans un milieu comme ça. Enfin, je sais que j'ai des amis ou mon frère même qui ont travaillé en usine, par exemple, le temps d'un été ou d'un stage ou quoi, Mhm. et qui m'ont dit, ouais, je comprends pourquoi je dois faire des études parce que pour moi, c'est impossible de travailler là. Euh, C'est ça, c'est ça. Sans dénigrer ou quoi, je pense que ça peut correspondre vraiment à beaucoup de personnes, le fait de travailler directement, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a pas d'envie à côté de reprendre directement des études ou d'avoir un salaire, euh, enfin d'avoir un salaire directement. Il y a des parcours de vie aussi qui font qu'on doit être responsable plus tôt en fonction de la situation familiale. Moi, je comprends tout à fait. Après, dans mon cas, c'est vrai que ça s'y prêtait pas du tout, quoi. Et ça m'a vite fait déchanter, en fait. Je me suis dit, bon, continue, continue, croche pour avoir ta matu, en fait. mais oui, effectivement, ça dépend oui, de plein de choses, de ton caractère, de ta maturité, enfin même maturité. On peut être mature sur plusieurs points différents. Comme tu dis, situation familiale, enfin, c'est clair qu'il y a des besoins différents entre chaque personne. Donc, ok, au moins du coup, tu as quand même trouvé une carotte pour pas avoir envie d'arrêter ton CFC. C'est exactement ça. Essayer au moins de continuer d'avancer. Et puis, en fait, en trouvant un peu de sens. Et à partir de ce moment-là, je t'assure, c'était, enfin, mes notes, elles ont regrimpé en flèche. Ah ouais? Et ouais, ouais, vraiment, vraiment. Premier semestre, j'étais limite pas promu. Enfin, j'étais vraiment pas du tout studieux. Et après, j'ai été promu assez expressément dès le moment où il y a eu cet épisode-là. Ok, bah, tant mieux. Mais nouveau, comme quoi, ça tient à rien, quoi. Tu vas voir dans une cuisine et c'est bon, tes notes, elles C'est remontent. ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est encore de l'aléa, j'ai envie de dire. Donc, 4 ans de théorie. Mhm. Tu trouves cette place de stage à l'OCOSP en tant qu'employé de commerce. Comment se passe cette année? Qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que tu es content pour finir d'être dans un milieu professionnel, ce milieu qui te faisait si peur? Mhm. Très bonne question. Bah déjà, je découvre les horaires, qui sont des horaires de bureau, qui me conviennent tout à fait, qui sont même des fois moins importants de ce qu'on pourrait avoir à l'école, parce que finalement à l'école, t'as ta journée de boulot, mais quand tu rentres, tu dois continuer d'étudier, tu dois continuer de relire tes cours, etc. Ça, Mhm. c'est quelque chose qui me faisait peur, mais qui finalement, c'était tout à fait conciliable en fait. Et j'ai découvert bah, ces fameuses personnes adultes qui me faisaient tant peur, j'ai envie de dire. Et c'était juste super drôle parce que bah, directement, c'est toujours des personnes que je côtoie hein, pour la plupart. Et c'est directement des personnes avec qui je me suis très bien entendu, qui sont très bienveillantes et qui m'ont appris beaucoup de choses au-delà même du métier d'employé de commerce, hein, mais en termes de bah voilà, comment se tenir professionnellement, comment interagir avec les clients, enfin les personnes qui viennent à l'accueil, des choses comme ça. C'était vraiment hyper enrichissant à refaire. Honnêtement, j'aurais dû me lancer à peine plus tôt peut-être dans ce monde-là, parce que finalement, il n'y avait rien de si compliqué. Parce que tu aurais pu, de nouveau, je sais pas, Mhm. tu aurais pu faire un apprentissage en même temps que ton CFC, ça existe, c'est ce que tu disais, ça existait déjà, donc tu aurais pu trouver une place d'apprentissage d'employé de commerce en même temps d'avoir des cours. Exactement, j'aurais pu commencer directement par cette voie pratique et théorique, ce qui à mon époque aurait été d'ailleurs plus rapide, parce que finalement le stage à la fin, il aurait été moindre que un an en fait. Tout aurait été intégré à la formation de base. Mais c'était possible. Après, est-ce que je regrette oui et non. Je pense que j'avais besoin aussi. Parce Pardon, que t'étais pas prêt de toute façon à. c'est c'est ça. Donc tu fais cette année de stage et ensuite qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ce qui se passe, c'est que s'offre à moi le choix d'aller travailler directement ou de continuer mes études. Donc,
moi, comme je te l'ai dit, l'idée c'était quand même d'obtenir ma matu pour essayer d'aller faire des autres écoles. Donc, j'ai assez vite repéré une formation qu'on appelle toujours d'ailleurs la passerelle Dubs. Je sais pas si ça te parle. Je connais plein de gens qui l'ont fait. À mon époque, j'étais la deuxième volée. Ça venait d'ouvrir en fait. Ok. Ça me fait toujours rire quand je dis ça. J'ai l'impression d'avoir 50 ans. Et non. Et non. Non, mais c'était pas courant. C'était pas courant. J'étais la deuxième volée à faire ça. Et voilà, il y avait beaucoup de mise en garde à faire cette passerelle, parce qu'il y avait un taux d'échec qui atteignait les 50% en fait. Ah oui, mais ça n'a pas même augmenté aujourd'hui? Je dirais qu'on est à peu près au même taux, je dirais. T'as des connaissances qui l'ont faite, tu pourrais me dire? Oui, j'ai mon copain qui l'a faite, je sais pas si c'est la oui, il l'a faite à Lausanne en 6 mois. Oui, exactement, ouais. Il m'avait dit plus vers des 70%, mais je sais pas. Alors, effectivement, il y a celle en 6 mois qui a un taux d'échec qui est supérieur, et il y a celle en 1 an, en cours du soir, qui a un taux de réussite, on va dire ça comme ça, soyons positifs, qui est légèrement supérieur, hein, comme elle est plus étalée. Ouais. Et maintenant, il existe même, si je dis pas de bêtises, mais allez vérifier sur orientation.ch si jamais, c'est la passerelle Dubs qui existe sur Neuchâtel maintenant. Oui. Auprès du lycée Jean Piaget, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok. Ouais, ça fait 2 ans, je crois, qu'elle est à Neuchâtel. Ouais. Donc voilà, moi je l'ai fait à Bienne. D'accord. À Bienne, donc avec des copains qui étaient de la Chaux-de-Fonds. Et c'était une super ambiance parce que il y avait 1 heure, 2 heures aller-retour de train. Et on s'aidait passablement au niveau des répétitions dans le train. Et du coup, quand t'arrives à la maison, tu n'avais plus qu'à te poser, soit bosser pour ton petit job, que j'avais un job à côté que j'ai poursuivi en fait à l'université. Et voilà, c'était vraiment une super ambiance. Moi, j'en garde vraiment un très très bon souvenir, surtout que c'était toutes des matières pour la plupart que j'avais jamais vues en CFC. Mm-hmm. Oui, parce que du coup, ça c'est à peu près le programme du lycée, mais plus condensé, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, tu vois, en employé de commerce, t'as un peu de mathématiques, mais pas autant que la formation au lycée. Il y a ça à rattraper. Il y a biologie-chimie à rattraper. Les langues qui sont, grosso modo, j'étais surpris. On est vraiment hyper bien drillé en employé de commerce. C'était pas du tout difficile de suivre le rythme. On a vraiment un très très bon niveau. Et voilà quoi, les sciences naturelles surtout. Il y a une nouvelle branche qui t'a plu? Tout ce qui est chimie, biologie. J'ai énormément croché, ce qui s'est révélé être pas mal utile d'ailleurs après pour l'université. Je pensais pas d'ailleurs, parce que tu vois, dit psychologie, chimie, biologie, t'es là, ouais, bon, pas forcément de lien, mais en fait beaucoup plus qu'on voudrait le croire. Ce qui m'a permis aussi de prendre une mineure à Lausanne, avec en un peu biologie, anatomie, physiologie en fait. Ok, très bien. Et du coup, en commençant cette passerelle, tu avais déjà une idée très précise de quelle étude supérieure tu voulais faire? Parce que du coup, depuis que tu as vu ces cuisines quand tu avais 15 ans, tu voulais bien faire des études plus tard, mais est-ce que tout de suite tu as trouvé ce que tu voulais faire ou... Oui, voilà, justement, j'ai oublié de préciser, mais pendant mon stage auprès de l'OCOSP, c'est vrai que j'étais en lien quand même avec les conseillers d'orientation pour tout ce qui était prise de rendez-vous, gestion des dossiers, correction de tests, etc. C'est vrai que je me suis un peu familiarisé avec ce métier-là, pas directement, on est bien d'accord, parce que je ne le faisais pas, hein, j'étais pas en entretien avec les personnes, mais de manière assez indirecte. Tout ce qui était recherche de stage pour les élèves, je donnais un petit coup de main. Il y avait avec des conseillers où je m'entendais très très bien, qui me parlaient de leur métier, où je discutais. Il y avait même des conseillers qui étaient très jeunes pour moi, qui avaient 5 ans de plus que moi et qui étaient déjà conseillers. Donc j'étais assez impressionné en fait que c'était possible de faire ce métier si jeune. Donc rien que ça m'a mine de rien
intéressé. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire ce métier-là? Pourquoi pas aller plutôt dans l'accueil, dans l'accompagnement des gens. Surtout qu'en tant qu'employé de commerce, la partie qui me plaisait le plus, c'était vraiment tout ce qui était contact avec les gens. Donc j'ai trouvé vraiment beaucoup de sens en fait à m'orienter à l'université en psychologie à partir de ce moment-là en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te dis, ok, c'est conseiller d'orientation que je veux faire, ou est-ce que tu te dis, ok, ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens. Est-ce que je regarde s'il y a d'autres métiers qui pourraient me plaire de ce point de vue-là? Ça, de toute manière, hein, ça c'est clair que je me suis longtemps posé la question sur ce qui était possible de faire. Après, l'idée, c'était de faire une formation qui me permettait aussi de déboucher directement sur être employable, hein, et aussi d'être sur une formation qui permet de travailler immédiatement. Donc, pendant tout mon bachelor, je me suis posé la question de quel master choisir. Et c'est vrai que le métier de psychologue conseiller en orientation, c'est celui qui débouche le plus rapidement sur un métier. Et pas le plus facilement, mais j'ai envie de dire qui demande le moins d'investissement en termes de coûts. Parce que s'il faut partir dans tout ce qui est psychologie, de l'accompagnement, thérapeutique, etc., il faut compter encore des années de formation post-graduée. Il faut encore s'investir en termes d'argent. Ça coûte extrêmement cher. Et voilà, moi l'idée c'était quand même de pas finir mes études à 32 ans, quelque chose comme ça, mais c'était quand même d'avoir un métier qui me plaise et qui débouche sur quelque chose quand même de manière assez certaine. Ok. Mais du coup, tu t'es pas dit, ok, j'aime bien le contact avec les gens. Du coup, est-ce que, je sais pas, éducateur, est-ce que ça me plairait? Ou tu vois, est-ce qu'il y a d'autres métiers d'accompagnement auxquels tu as pensé, ou tu t'es resté sur conseiller d'orientation J'ai exploré un petit peu, mais c'est vrai que je suis resté cantonné à mon idée d'aller à l'université. Je sais pas vraiment pourquoi ou comment j'ai décidé, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui me convenait passablement. J'ai vu que dans le canevas des questions que tu m'as posées, il y avait comment a réagi ton entourage finalement. Et je sais pas s'il y a un peu cette idée que je devais aller à l'université parce que j'étais le premier de ma famille à pouvoir le faire en fait. Donc, je sais pas, peut-être qu'inconsciemment, je me suis senti investi d'une mission et je me suis dit, ah tiens, tu dois aller à l'université parce que tu peux le faire. Je sais pas, je saurais pas trop te dire. Je sais que du côté de mon papa, me poussait beaucoup à faire des études qui étaient supérieures. Ouais, je saurais pas te dire pourquoi l'université plutôt qu'une HES ou comme ça, mais c'était clair et net que c'était l'unique que j'essayais de viser. Ok. Je sais que, ça me fait penser à Ilonka. Elle est dans le social justement. Et elle est allée en HES, mais elle a vraiment galéré. Elle a fait un échec définitif. Et elle a attendu 5 ans pour pouvoir refaire cette école. Et là, elle est dedans. Et elle me disait qu'elle a toujours refusé de faire un CFC, presque par fierté, parce qu'elle pouvait faire la HES. Et du coup, pour elle, c'était presque dégradant de faire un CFC au lieu de la HES. Donc, je ne sais pas si quand tu viens justement du côté CFC, si tu n'as pas un peu cette image de l'université où tu te dis « Ah, mais c'est prestigieux d'aller à l'université » et du coup, tu te poses moins de questions, je ne sais pas. Mais il y a clairement de ça. De toute manière, cette guerre CFC lycée, j'ai envie de dire, qui commence déjà très très tôt. Moi, je le remarque avec mes élèves. Hein, c'est très, comment dire, c'est très, même s'ils le verbalisent pas, c'est très prestigieux d'aller au lycée. Il y a cette idée que, mais déjà, est-ce que tu t'es déjà fait cette réflexion? Ça peut paraître être vraiment très très con, hein, mais l'Esther, hein, qui forme des CFC, là où j'étais, on est sur la rue du Progrès. Hein? C'est quoi l'adresse du lycée? Je dis,
Tu vois, je sais pas, rien que ça, moi je trouve que ça continue d'alimenter un peu cette petite guéguerre, tu vois. Ah, mais bien sûr, au lycée, on faisait la vanne. Ah ouais, nous, on est rue du succès. Le sérieux, c'est progrès. Non, mais c'est ridicule, mais j'ai envie de dire, c'est presque un conflit beaucoup plus. Enfin, un conflit. C'est un truc beaucoup plus général d'opposer l'intellect et le manuel de manière générale, tu vois. Enfin, Mhm, même là, ce week-end, je parlais avec un copain qui a son petit frère qui fait un CFC de pâtissier mhm. et il adore ça. Alors, ça a été compliqué, mais il adore ça. Et en fait, là, il a pas les notes au cours. Et en fait, son maître d'apprentissage, il dit, mais moi, si c'était moi qui le notais, je lui mettrais 6 partout parce qu'il fait très bien son métier, mais Mhm. il est mauvais en cours, quoi. Ouais, Et c'est dommage comment? Oui, de toujours mettre sur un piédestal ce côté académique et en fait, tout le monde doit quand même être bon académiquement parlant. Et en fait, t'as beau avoir une intelligence manuelle, ben, elle est jamais reconnue, même dans les métiers qui le sont, quoi. Et clairement. c'est Mais dommage. c'est clairement ça. Je sais pas pourquoi on survalorise comme ça l'intelligence abstraite. Euh, je saurais pas te dire. C'est vrai que quelqu'un à la limite qui est ça m'arrive là en plus, hein. J'ai une classe où j'ai des très bons niveaux, hein, donc des niveaux 2, donc ce sera anciennement une classe profil Mathieu. Ils partent tous au lycée sauf un qui veut me faire boucher charcutier. Et c'est drôle, je trouve, parce qu'il y a vraiment une différence euh, comme, dans le discours, comment il se fait voir par ses copains, un petit peu des boutades, des trucs comme ça. Donc c'est ouais, je trouve un peu bizarre, mais voilà, c'est des petits conflits qui vont avoir la vie dure. Moi, j'essaye de leur donner quand même un aperçu de ce qui est possible de faire dans l'une ou l'autre des filières, hein, que ce soit une voie théorique que tu empruntes ou une voie un peu plus pratique. On pèse le pour, on pèse le contre. Je les essaye de leur faire dialoguer sur cette petite guéguerre. Je leur demande, bah voilà, qu'est-ce qu'on pense en règle générale des lycéens, qu'est-ce qu'on pense en règle générale de ceux qui font un CFC. Alors, il y a pas mal de stéréotypes qui ressortent, quoi. Mm. Et voilà, on regarde aussi en termes de débouchés. Un CFC, à l'heure actuelle, c'est quand même ce qui t'apporte le plus de débouchés, un meilleur revenu, l'accès aux autres écoles, qui est quand même assez une voie qui, à mon sens, me semble plus royale que, qu'une voie lycée, qui parfois comporte quand même passablement comment on va dire, de complications dans le fait, rien que dans le fait qu'avec un bachelor à l'université, bah, tout dépend lequel, c'est quand même assez compliqué d'aller directement vers un emploi sans un master. Oui, Tout dépend lequel, hein. complètement. Ouais. Ouais, je sais pas. Effectivement, c'est des a priori qui auront la vie dure encore longtemps, je pense. Ouais. Mhm. Mais tant mieux s'il y a quand même des gens qui sont en maturité avec des guillemets et qui veulent faire des CFC et puis des gens qui passent par le CFC et qui veulent quand même faire des études après. Bien sûr. On est en Suisse et heureusement on a un système excessivement flexible qui permet de justement de faire beaucoup de passerelles un peu à tout âge. Ouais. Ouais, clairement, clairement. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je dis à quelqu'un qui a une Matu Pro qu'il lui suffit de 6 mois pour raccorder avec l'université, il me regarde puis il me dit, mais non, c'est pas possible. Mm. Parce que moi, j'ai fait un CFC, moi, je suis grosso modo débile, et puis on m'a toujours dit toute ma vie que voilà, le lycée, c'était l'élite. Non, au contraire, hein, le CFC, c'est vraiment quand même assez poussé. Ça permet d'avoir des bonnes bases et de raccorder des fois avec des formations qui sont quand même supérieures, et puis même d'avoir accès à des super emplois. Donc non, je sais pas pourquoi c'est toujours dévalorisé comme ça. En tout cas, sur Neuchâtel et les régions francophones, c'est souvent le cas. Si tu pars dans les régions plus alémaniques, c'est plutôt le CFC qui est valorisé. Ah, c'est vrai? Ok. Ouais, clairement. Mhm, clairement. Il y a très peu enfin, moins qu'ici en tout cas, d'élèves qui ne partent pas sur du dual, sur un apprentissage en entreprise, Ok. en Suisse alémanique. Bah, je sais pas si on est influencé par la France et par l'Allemagne. Enfin, c'est juste, je pense à la France et je me dis que
eux, c'est vraiment pire en termes de. Enfin, les lycées pro, c'est vraiment des moins que rien. Les Ouais, CAP, on n'en parle même pas. Enfin, c'est ça. Là, t'es obligé d'avoir ton bac en fait. Donc, clairement qu'on est influencé par le système français. ouais. Du coup, c'était la digression. Ouais, excuse, hein, j'ai un peu. C'est très bien. Ok. Aussi qui est embrayé. Non, non, mais ok. Ouais. Et du coup, ton entourage qui a un peu participé quand même à te pousser à faire l'université. Au final, ça t'a pas déplu, donc. Pas- Non, ouais, ça m'a pas déplu. Enfin voilà, j'avais du soutien, hein. C'est surtout ça qui était important pour moi en fait. Donc, passerelle. Donc, en un an, c'est ça que tu as dit. Oui, Et donc, après, tu as enchaîné avec l'université, avec un bachelor en psychologie à Lausanne, c'est ça? exactement, exactement. Et à ce moment-là, donc, tu as dit que ta transition école secondaire CFC, ça a été un peu compliqué. Est-ce que cette transition à l'université, ça a été aussi compliqué? Est-ce que tu as dû réadapter ton processus d'apprentissage? Comment ça s'est passé? Ouais, alors bah déjà en arrivant à l'université, j'avais l'impression de débarquer un petit peu dans un autre monde, on va dire ça comme ça. Tu sais, tu débarques à l'Uni, puis t'as tout le monde qui est en train de taper ses notes sur un Mac flamboyant, tout neuf. Et bah, moi, je viens d'une famille qui est relativement modeste en termes de revenus. J'ai dû travailler quand même passablement à côté de mes études pour avoir des petits jobs, m'alimenter. Ce qui en soi était bien parce que j'avais aussi une bourse d'études. Donc, contrairement à, je pense, j'ai jamais demandé honnêtement, mais j'ai pas l'impression d'avoir rencontré beaucoup d'étudiants qui avaient des bourses d'études en fait. Et du coup, il y avait une sorte de delta comme ça entre moi et eux. Déjà parce que je suis passé par la case CFC. Oui. Et après, parce que aussi, j'ai l'impression qu'en termes de statut un peu économique comme ça, on n'était pas vraiment logé à la même enseigne, quoi, on va dire ça comme ça. Mhm. Oui, c'est Donc, vrai que c'est un peu impressionnant, ouais, quand tu vois tous ces Macs en auditoire. C'est vraiment 1200 balles un Mac, voilà, argent, d'accord. c'est ça, Ouais, exactement. c'est vrai. C'est vrai que malgré tout, les gaps socio-économiques sont vite marqués à l'université. On parle beaucoup des écoles obligatoires, notamment quand on parle de l'uniforme et tout, mais c'est vrai qu'en fait, à l'uni, c'est presque pire, j'ai l'impression, quoi. Parce qu'en plus, tu dois avoir des appareils électroniques et c'est cher, quoi. Bah, vraiment, hein, j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré très peu de personnes qui étaient dans ma situation en termes de petits boulots ou de choses comme ça. La majorité n'en sait pas. Ah ouais. Ou alors n'avaient pas besoin d'en faire au-delà pour gagner de l'argent de poche et payer leur sortie ou comme ça. Donc ouais, c'était assez particulier. Et t'avais quoi, du coup, comme petit boulot à côté? Alors, c'est c'est un petit job que j'avais qui est assez rare, mais avec un ami, on avait notre propre boîte de montage vidéo, grosso modo, qui fonctionnait un petit peu au bonheur la chance. On avait quelques mandats en fait pour faire des vidéos et des montages pour des spectacles, notamment avec une école de danse qui nous donnait souvent du job en fait. Et on s'occupait de la production des DVD, de filmer, de faire le montage vidéo et de produire les DVD pour une école qui comptait une centaine de membres. On a essayé de faire des mariages, des choses comme ça. C'était un peu plus compliqué. Ça revenait assez cher. Là, on avait vraiment trouvé le bon plan parce qu'il y avait une centaine d'élèves dans cette école. On produisait le DVD, on faisait ça 15-20 francs. Puis on rentrait de nos frais, on dégageait un bénéfice pour nos études respectives. Et c'était vraiment un job que moi j'adorais faire parce que bah, tu es en contact. C'est un peu artistique. J'aime beaucoup tout ce qui est bidouillé sur les ordinateurs, faire du montage vidéo, de la photo, des films. Voilà quoi. C'était vraiment le bon plan. J'ai pas du tout vu ça comme un job, mais plus comme du fun quoi. Vraiment. Ok. C'est hyper rare de se créer son propre job étudiant. Enfin, il y a des entrepreneurs qui se lancent après les études et qui lancent leur boîte, mais en job étudiant, C'est vrai que c'est assez rare, mais on avait commencé petit en fait, et puis on avait vu que ça marchait, puis qu'on arrivait à faire tous les 2 ans, ils avaient un grand spectacle, donc rien que ça, on faisait, ça représentait quand même
une entrée d'argent assez importante qui était pas ponctuelle, qui était ponctuelle, pas tous les mois, hein, mais je suis toujours arrivé à m'en sortir en faisant un petit peu à gauche à droite, quoi. C'est génial. Ok. Et du coup, pardon, hein, mais je Pas de m'arrête souci. sur tout. Mais y a pas de problème. Oui, très concrètement, euh, tu fais comment quand tu as même pas 20 ans, puis que tu lances ta boîte de montage? Enfin, déjà d'un point de vue administratif, vous avez dû vous déclarer au registre du commerce. Non, c'était une société simple. Donc merci l'apprentissage d'employé de com parce qu'on avait vu ça quand même. Donc c'était une société simple. Tant que tu as un chiffre d'affaires qui est moindre, t'es pas censé te déclarer au registre du commerce. Et puis très honnêtement, c'était pas comment dire suffisant pour se déclarer comme une SA ou une SARL. On était vraiment une société simple. On avait un compte qui était déclaré et puis voilà quoi. Ok, d'accord. Bah, très bien. Je trouve ça chouette, ouais, en plus, enfin, ouais, nouveau, avoir un job étudiant qui t'intéresse et là, en plus, ouais, avoir un job étudiant passion, Mhm. ouais, c'est hyper cool que vous soyez lancé et que ça marchait, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc, l'université, donc oui, tu as parlé de ce gap avec les autres étudiants. Et puis, d'un point de vue vraiment apprentissage, ça a changé ou tu trouvais que ça ressemblait à la manière dont tu travaillais déjà en passerelle? Euh, alors, la manière dont on a eu de travailler en passerelle, c'était vraiment la même chose. Je pense que tu le sais, hein, vu que t'as pas mal d'amis hein, qui ont fait la passerelle, mais les examens sont à la fin. Donc, t'as pas de thé ou de choses comme ça, hein, t'as pas de travaux écrits. Ce que tu fais, c'est comme une session d'examen. Donc, tu prépares tes cours, tu présentes tous tes examens. À la fin, tu pleures et t'espères que t'espères que tes résultats passent, quoi. Euh, voilà, quoi. Ça a bien préparé à la vie d'étudiant. Et gros avantage que j'ai eu par rapport aux autres étudiants, c'est que en tant qu'employé de commerce, tu as la dactylographie à 10 doigts. Et pour la prise de notes à l'université, mais c'est tellement vital. Enfin, je sais pas comment j'aurais fait en tapant à 2 doigts, quoi. Ouais, Tout bêtement, hein. ouais, ouais, non, c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que ouais, le tout premier cours où tu dois prendre des notes sur ordi et où tu as une densité d'informations, c'est là, d'accord, ok, je suis sur mon clavier parce que C'est ça. En plus, tu sors de session d'examen, toi, c'est juste. là, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va, pas trop. Non, ça va. Bon, alors parfait. Non, ça va. Non, bah en plus en ligne, ouais. Bon, je pourrais faire un épisode entier sur les examens en ligne, hein, franchement. Je crois qu'il y a eu tu sais, Yann Marquet qui a fait ça. Je sais pas si tu vois le truc des orties, qui a fait ça sur les examens en ligne, quoi. J'ai pas Mais vu. c'est vrai que ça prête un peu c'est anecdotique, hein, je pense, ce qui se passe. J'ai pas eu à le vivre, mais je pense que c'est quelque chose. Ah, tu vis des choses que tu vivrais pas autrement, quoi. Non, mais après, ouais. Tout le monde fait comme il peut et voilà, mais c'est vrai que tu as des examens, enfin, il y a des enseignants qui ont vraiment de la peine à s'adapter et soit tu te retrouves avec des examens vraiment beaucoup trop simples. J'ai eu un examen de comptabilité, une entreprise qui produit les produits A, B et C et puis dans les QCM, Mhm. à la question donc quel produit supprimer pour avoir plus de bénéfices et puis dans les réponses, tu as le produit D. Puis t'es là-bas, il n'existe pas. Donc, enfin, vraiment des Ah, trucs comme ça. Ou alors, au contraire, ben, ils veulent tellement pas que tu triches qu'ils font trop de questions. T'as surtout pas le temps d'aller voir dans tes notes, mais en fait, du coup, t'as même pas le temps de de vraiment. répondre, ouais, même si t'as appris. Ah, ah. Ouais, donc, bref. Mais ouais, c'est quelque chose, Ouais. cette période qu'on vit. Bah, bien du courage, en tout cas. Oui, merci à tous les étudiants actuellement. C'est ça. Courage. Ok. Euh, donc, en fait, on est passé dessus avant, mais on l'a pas précisé. Alors, moi, typiquement, je l'ai appris
très peu de temps. Mais donc, conseiller d'orientation, tous les conseillers d'orientation, en fait, ont fait le même cursus qui est bachelor de psychologie et un master en psychologie du travail, c'est ça? Alors, le parcours actuel, c'est ce qui demande pour être conseiller en orientation, c'est le master de psychologue conseiller en orientation scolaire, professionnelle, universitaire et de carrière. Bonjour le titre. Certains de mes collègues ont eu fait psychologie du travail ou psychologie de l'enfant et de l'ado et ont dû faire des petits compléments ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, ils demandent, je crois, expressément d'avoir le master en psychologie du conseil et de l'orientation. Ok. C'est un peu un mystère. Souvent, il y a cette question, mais les conseillers d'orientation, qui les a conseillés et quelles études ils ont fait? Enfin, mystérieux, mais du coup, c'est psychologie. C'est ça. Quand je dis en règle générale aux gens qui viennent me voir que les études, c'est celle-ci, ils me disent non, mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était quelqu'un qui avait fait un cursus assez standard, j'ai envie de dire, surtout pratique, hein, parce qu'on a beaucoup quand même de cas qui sont concrets. Moi aussi, hein, c'était ma première réaction. Mais non, il y a une base quand même théorique qui est très ancrée d'ailleurs durant la formation. Donc voilà, donc tu as fait ton bachelor, ton master. Est-ce que tu arrives à me donner un aspect positif et un aspect négatif de ce cursus universitaire que tu as fait? Ouais, attends, je vais reprendre mes notes, je me suis mis quelques points. Alors, t'as vu ça? L'aspect positif du master, hein, c'est ça la question. Alors, si tu veux parler du bachelor aussi, c'est... Le bachelor, c'est tellement générique que bon, tu fais un peu d'appris par cœur, mais voilà, c'est vraiment en master que ça devient intéressant et où tu apprends ton métier. Donc, en master, vraiment, le plus qu'on a, en tout cas dans ma formation à moi, c'est que, à mon sens, c'est un des seuls masters universitaires où tu as énormément de pratique, en fait. C'est-à-dire que quand tu débarques deuxième semestre de master, tu vas dans un centre de consultation, qui est le centre de consultation de Lausanne, qui est un bâtiment qui est à part de l'université, et où il y a des gens qui viennent te voir, des gens qui ont des questions, qui ont des besoins de se réorienter, des gens tout venant, en fait, grosso modo, de tout âge, de tous horizons, de toute formation. Et tu es attribué à un groupe de supervision de 4 élèves et un superviseur qui sont dans une petite salle comme ça, avec une télé qui est reliée à une caméra, qui est reliée à la salle de supervision. Et toi, tu vas en fait avec ton client, ton consultant, et tu la prends en charge. Mais tu es supervisé par l'intermédiaire de la caméra, donc tu es filmé. Donc, tu sais, les salles d'interrogatoire, là. C'est exactement ça, la vitre sans teint, tu sais. C'est exactement ça. Alors, évidemment, quand tu débarques, tu es étudiant, c'est la première fois que tu as un consultant, t'espères pas faire trop de la M et que tu as derrière 4 autres personnes qui te supervisent et qui sont là constamment en train de te juger et de prendre des notes sur ce que tu fais. Très stressant. C'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Tu te souviens du tout premier entretien que tu as fait? Ouais, je me souviens de son nom, de son prénom, de ce qu'elle voulait faire. C'était vraiment une situation en plus qui était assez compliquée. Je me souviens, on était 4, on avait tiré à pile ou face pour savoir qui des filles ou qui des garçons serait le premier à passer. C'était tombé sur les garçons, puis après on avait tiré à pile ou face entre mon collègue et moi. C'était tombé sur moi, et j'étais là, mince, c'est moi qui me lance, quoi, vraiment. Et c'était une situation assez particulière. C'était une jeune fille qui avait vraiment des problèmes des handicaps qui étaient très très lourds, et donc elle pouvait pas faire non plus tout et n'importe quoi. Rien qu'au niveau moteur, c'était pas possible. Donc c'était même pas une situation très standard où voilà, quels sont tes intérêts, quelle est ta personnalité, quelles sont tes compétences.
Est-ce que tu as envie de bouger, etc. Quels sont tes critères par rapport à un métier? Là, il y avait en plus cette contrainte-là. Donc, niveau stress, c'était maximum. Mais ça s'est très, très bien déroulé. Il y avait la maman parfois en entretien. C'était hyper enrichissant, très intéressant. Puis, mine de rien, c'était un stress d'avoir les gens qui te surveillent. Mais de l'autre côté, c'est une ressource parce que au moins, tu te dis, bah, t'es pas tout seul. Oui, et en plus, après, tu as du feedback, donc... C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Donc, premier entretien était stressant, mais pour la suite, enfin, ouais, ils étaient vraiment hyper bienveillants, les coachs, on va dire ça comme ça, les superviseurs. Mm. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment du positif, quoi. Et c'était du concret, en fait. Donc, ça, c'est vraiment le point positif que je retiens du master, c'est que tu as de l'expérience professionnelle avant d'avoir terminé tes études. Oui, vous passez pas 2 ans à juste voir des concepts théoriques et tout d'un coup, du jour au lendemain, vous êtes dans un bureau à devoir conseiller quelqu'un. C'est vraiment inclus dans la formation, quoi. C'est ça. Et c'est assez rare, je trouve, d'avoir des consultations comme ça. Je connais pas vraiment les autres filières. En tout cas, en psychologie, à part psychologie de l'enfant et de l'ado, on est les seuls à avoir ce système-là, en fait, de consultation sous supervision. Mm. Est-ce que, j'ai pas mis dans la question, mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui se dit, mais attends, mais les conseillers d'orientation, c'est des psys, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils connaissent pas les métiers vers lesquels ils orientent les gens. En fait, c'est des théoriciens, ils connaissent rien à la vraie vie. Enfin, j'ai déjà entendu ce genre de choses. C'est pour ça que je me permets de poser cette question. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a cet a priori-là? Moi, je dirais que il a totalement raison, en fait, pour un point. Si la question, c'est écoute, toi, c'est bien beau, tu es assis dans ton bureau, les fesses vissées sur une chaise, puis tu dois me dire quoi faire. Enfin, c'est clair, je suis pas du tout légitime. J'ai beaucoup. C'est drôle, c'est plus les parents d'élèves qui me font ça, qui débarquent comme ça en soirée en réunion de parents d'élèves, puis qui me disent voilà, on a notre fille qui est en 11e. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? But en blanc, comme ça. Oui. Là, mais ouais, enfin, faut déjà que je commence à échanger, que je commence à voir un petit peu qu'est-ce qu'elle entend par faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle avoir un métier, comment elle se voit dans les interactions avec les autres, est-ce qu'elle est réservée, est-ce qu'elle est timide, quels sont ses intérêts, est-ce qu'elle a envie de bouger, est-ce qu'elle a envie de rester assise, est-ce que voilà quoi, je peux pas faire ça. Donc peut-être je prends d'avance une des questions qui était déjà notée, mais c'était bah voilà, c'était en quoi consiste le métier de conseiller en orientation. Déjà, moi, je suis pas du tout d'accord avec le titre qu'on a en fait. J'aime pas, je sais pas ce que t'en penses, mais j'aime pas l'idée de. Quand je te dis conseiller en orientation, tu penses à quoi? Bah, que vous avez une boule de cristal et Voilà. non, mais oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de vous savez, et puis vous allez expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. Je pense qu'il y a un peu ce truc. Bah c'est ça, tu vois, t'es conseiller en orientation, donc tu te donnes des conseils. Oui. Mais c'est pas, en vrai, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de tenir conseil. L'idée de tenir conseil, c'est vraiment, enfin, pour l'idée de donner des conseils, c'est sous-entendre en fait, comme tu l'as dit, hein, que nous on sait. Donc il y a un peu cette relation un peu asymétrique. Nous on sait et puis la personne elle sait pas. Mais grosso modo, enfin sans être vraiment théorique et puis sans être barbant, mais l'idée en fait c'est que le sens qu'on donne aux choses, il est construit, il est partagé, il est co-créé dans les échanges que tu as avec les autres. Mais si personne parle de ça avec toi, si personne t'aide à te questionner toi-même, c'est plus ça hein, d'ailleurs pour moi le métier de conseiller en orientation, c'est de questionner toi-même, t'aider à te poser certaines questions par rapport à tes personnalités, par rapport à tes envies. Quand tu as 15 ans, c'est dur, hein, c'est hyper dur à faire. Et l'épisode que j'ai fait toute seule, là, dont on parlait en off, ouais. je pense pas que j'aurais pu le faire à 15 ans. Ouais. C'est dur comme exercice. Ah ben, c'est clair. Et là où je suis hyper surpris,
mais en y repensant, pour moi, c'était la même chose à leur âge, mais ils en parlent pas entre eux. Ils parlent pas de ce qu'ils vont faire. Moi, avec le recul, ouais, excuse. Oui, non, mais je réfléchis, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que je me souviens, c'est la seule question qu'on se posait, c'était tu fais quoi après l'école obligatoire? C'était pas tu veux faire quoi? Si, il y avait, enfin, nouveau, les gens qui avaient une vocation, et il y en a qui disaient ouais, je vais être médecin, ouais, je veux Mhm. policier, il y en a qui savaient, mais c'est vrai que c'était juste tu vas au lycée ou tu fais un CFC, CFC de quoi? Ah, ok. Enfin, mais on n'avait pas un vrai dialogue d'orientation, quoi. C'était très factuel. Mhm. C'est clair. T'essayes d'éviter un peu la question. T'essayes de. Ah, ouais, écoute, je vais faire ça, mais t'es très discret, très, très pudique. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le job, je me suis dit, mais attends, ils discutent pas de ça entre eux. Alors, avec qui ils en discutent? Avec les parents? Non, même pas trop. Enfin, c'est un sujet de conflit à la maison. Ouais. Ok. Alors, finalement, t'en discutes avec qui? Bah, avec un mec un peu neutre, quoi, qui est là et puis qui écoute sans te juger. Je pense que c'est un peu ça, mon métier, en fait. C'est assez, c'est un peu ça. Après, il y a tout plein de trucs. Je veux pas trop rentrer dans la théorie, mais euh, on a à Lausanne, c'est vraiment axé sur trois, trois styles d'écoute qu'on peut faire, trois attitudes qu'on peut avoir en entretien pour amener les jeunes à se poser des questions et à vraiment à échanger parce que évidemment à 15 ans, bah, on est timide, hein. Donc il y a certaines attitudes à avoir, notamment le fait de ne pas juger, d'être assez empathique, d'avoir de l'écoute active en tout cas, pour amener du dialogue et puis pour justement faire en sorte de créer du sens à deux. Mhm. Donc ça serait un peu ça l'idée. Tu aurais une idée de nouveaux noms de ce métier? Euh, c'est dur parce que je comprends qu'ils veulent pas nous appeler psychologues parce qu'il y a cette idée de ah je vais voir le psychologue, attention, je suis fou, je dois me soigner, il y a quelque chose qui va pas. Je peux comprendre. Euh, Au-delà de ça, j'ai beaucoup d'élèves aussi qui me disent qui commencent à tergiverser sur un truc. On parle de formation, puis qui commencent à me parler. Style ouais mais ouais non ça j'aimerais pas parce que je fais de la phobie scolaire ou j'ai aussi beaucoup d'anxiété par rapport à enfin j'ai un stress de performance qui est quand même assez important puis qui se bloquent tout de suite puis qui me disent ouais mais bon on n'est pas là pour parler de ça alors que si on Ouais. est là pour parler de ça je peux l'entendre je peux le comprendre je suis formé pour donc ouais je pense voilà le titre de psychologue je trouve que c'est quand même dommage qu'on nous l'ait enlevé de notre carte de visite parce qu'il y a certains élèves qui se confient moins du coup. Bah, c'est vrai, ouais, je te dis, moi j'ai appris il y a quelques mois, là, bah, quand je me suis rendue à l'OCOSP, pour décider de faire des épisodes ensemble, mais Mhm. oui, non, mais enfin, je crois que la majorité de la population ne sait pas que les conseillers d'orientation ont une formation psy, et en ce sens-là, du coup, forcément, tu te dis, mais du coup, ils vont m'apporter quoi? Enfin, ils vont m'apporter quoi? Enfin, alors que, je trouve que dès le moment où tu sais que vous avez une formation psy, ben, tout de suite, tu dis, ah, ok, donc en fait, on peut vraiment parler de moi et que je me confronte à moi-même et sans non plus entrer dans une thérapie, hein, mais C'est ça, c'est ça. De toute manière, maintenant, tu as la vie professionnelle, la vie privée, elle s'entrecoupent tellement. Même, enfin, tu vois, directement à 15 ans, hein, tu veux faire boulanger, pâtissier, confiseur, bah, tu te réveilles à 3 heures, tu commences le travail à 4 heures, hein. Enfin, tu vis plus avec tes copains, donc ça, il faut en parler aussi, hein. mhm. Donc, je trouve dommage, ouais, que certains élèves se bloquent comme ça et se disent tout de suite, ah, mais on n'est pas là pour parler de ça, alors que si, on parle autant de professionnels que de privés, selon moi. Et tu leur dis que tu leur dis que ce que tu as fait comme formation ou pas? Euh, Ça dépend. Des fois, je leur dis, des fois, non. Je les laisse vraiment libres de poser les questions que eux veulent. Si on vient là-dessus, des fois, j'en parle. Je le dis des fois, on a, tu sais, des cours d'éducation au choix en 10e, qu'on appelle maintenant premier pas vers un choix. D'accord. Ça te dit quelque chose? Non. C'est un cours pour amorcer en fait le travail de réflexion qui commence en 10e année sur la suite de son parcours. Et je parle un peu du mien. Je parle un peu de mes expériences. Je parle un petit peu des difficultés que j'ai rencontrées. Et puis,
bah, ceux qui ne sont pas endormis sur leur table, des fois ils écoutent, ils posent des questions et j'explique un petit peu mon parcours pour ceux qui posent les questions, quoi. Ouais. Mais enfin, ouais. En plus, en fait, c'est hyper compliqué parce que c'est un âge où tu mets en place quand même beaucoup de choses sans non plus juste dire que tu choisis une formation, c'est le métier que tu auras toute ta vie. Mais quand même, tu mets en place pas mal de choses et en même temps, t'es tellement jeune et tu te connais pas et bah, t'es pas terminé. Enfin, genre, Mhm. toute la vie, on évolue, mais c'est vrai que 14-15 ans, t'as encore plein de choses à découvrir sur toi-même et ouais, il y a un peu cette dichotomie faut prendre des choix, faut savoir qui on est pour être heureux et en même temps. Mais c'est ça, moi je le dis souvent, t'as pas l'âge à 15 ans de t'acheter une bière, hein. Par contre, on attend de toi que tu décides de ton avenir, quoi. Donc il y a un peu cette pression-là, hein. Il y a un peu cette pression-là qu'on essaye de désamorcer. Donc s'il y a des élèves qui écoutent, venez à l'OCOSP. On est tout à fait conscient de ça, que c'est un choix qui peut être pesant. Je pense pas qu'il faut le voir maintenant euh, le premier choix comme quelque chose que tu vas faire toute ta vie. Je pense que ça sera vraiment, il y aura pas mal de processus de tâtonnement, il y aura pas mal de stages, d'allées, de bonnes découvertes, de mauvaises surprises. Il y a beaucoup de tâtonnements à faire. C'est pour ça que, voilà, moi je serais même d'avis d'avancer presque ce travail qu'on a avec les dixièmes, hein, si on leur demande dès 15 ans de faire un choix, parce que c'est assez tôt 2 années scolaires pour faire un choix qui est éclairé, surtout avec la dose de travail qu'ils ont en 11e. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que cette notion de tâtonnement, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, c'est hyper important de tester plein de trucs, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas moi, ce que j'ai comme souvenir de quand j'étais ado et encore après, c'est vrai que inconsciemment, on t'impose un peu cette vision de ah, tu vas choisir un truc, puis tu vas le suivre, et puis soit tu vas réussir, soit tu vas pas réussir, mais il n'y a pas cette notion de juste tu vas tester, et peut-être que ça ne te plaira pas, juste tu testes autre chose après, et peut-être que ça te plaira ou ne. Exact. Et je trouve que cette notion, il n'y a pas du tout. Et quand j'ai fini mon premier semestre d'université, là, où j'ai arrêté, je me suis dit toute seule, bon, bah, faut que je teste des trucs. Et c'est là que j'ai fait 2 stages d'observation en librairie et puis en musée. Et puis, j'ai fait de mauvais choix après. Mais au moins, j'ai testé des J'ai entendu l'épisode où tu parlais de la conservation. J'ai trouvé super intéressant. C'était super cool. Ce côté manuel dont tu parlais, ce côté, ouais, ça m'a fait. Comme tu dis, c'est vraiment de la découverte, quoi. Et je pense que tu dois pas partir avec l'idée de trouver exactement quoi faire, mais l'idée de te planter aussi. Enfin, ça fait partie de la vie. De toute manière, quelqu'un qui a un parcours qui est exemplaire, oui, j'en connais, et tout le monde le cite, et ça saoule. Le gars qui fait architecte et qui a toujours voulu faire ça et qui y arrive, très bien pour lui, mais c'est de loin pas la majorité des jeunes gens, quoi. Et tu vois, même ce truc de. Enfin, on disait tout le temps se planter ou. Tu sais, juste dire se planter, rien que Ouais, ça. Oui, tu peux planter de choix, en guillemets, mais même tu peux juste quitter une formation parce que juste ça te plaît pas, pas parce que tu es mauvais dans cette matière-là, juste parce que ça te plaît pas. Et je pense qu'il faudrait plus appréhender ça comme un terrain de jeu et dire, ok, bah, juste tu testes des trucs, il n'y a pas de notion d'échec ou de réussite, juste tu vois ce qui te ouais. plaît et plus, plus réfléchir en termes de notes ou de capacité, mais juste en termes d'envie, quoi. Comme tu disais, voir si tu es content en exerçant un métier dehors ou assis derrière un bureau. Enfin, Mhm. Mhm. C'est vrai que il y a cette idée, hein, il y a quelque chose qui nous a pas plu, c'est un échec. Planté, c'est vrai, même moi je l'ai utilisé, donc c'est drôle, c'est très connoté en fait, du fait qu'on doit tout faire de la première fois, quoi. Alors que non, il peut y avoir des processus en avant, en arrière, enfin voilà, quoi. Ouais. Enfin, on tergiverse un peu, mais c'est vrai que c'est super intéressant, je trouve, de savoir comment on construit un projet professionnel. Et rien que s'il y a des auditeurs qui pensent que ça se fait en ligne droite, ben c'est pas le cas, quoi. Donc, et puis, enfin, des fois, c'est même mieux de tâtonner au début parce que, enfin, t'en entends aussi des histoires de gens qui passent le barreau d'avocat et
jour 1, ils se rendent compte qu'ils veulent pas tout faire ça, quoi. Tu veux rire, j'ai une amie, c'est exactement ça. Et il y en a beaucoup. Enfin, Ouais, ouais. C'est impressionnant, hein. Et puis d'un côté, tu te sens obligé parce que tu te dis, bah, j'ai investi 5 ans plus de ma vie. Euh, les ressources aussi, hein, ça coûte de l'argent, hein, de faire des études. oui. Euh, le loyer, etc., hein, c'est souvent pas proche. Donc, ouais. Ah ouais, dur, vraiment. Oui, donc tâtonner, tester des Exact. Exact. Faites des stages, faites des expériences. N'ayez pas peur d'aller vers les adultes, ils vont pas vous mordre. C'est vraiment pas le but. Pas tous. Mais non, c'est clair. C'est effrayant au début, mais c'est très cool une fois qu'on est dedans. Mm. Mhm. Oui, on tergiverse, mais bon, deux personnes qui sont intéressées par ce sujet, évidemment que. Et du coup, pardon, mais ton master, tu as vanté les mérites de la pratique, justement. Ouais. Est-ce qu'il y a un point négatif que tu trouverais à cette formation? Est-ce que j'avais noté quelque chose? Alors, ouais, il y a un truc au niveau de la formation qui m'a peut-être un peu déplu, mais c'est que enfin, j'ai j'ai vraiment du mal avec l'approche freudienne, on va dire ça comme ça. Et l'Uni de Lausanne, c'est assez axé sur ce courant-là, psychanalytique. Et en tout cas, en bachelor, moi, ça m'a posé problème parce que c'est pas des idées, enfin, c'est pas des concepts qui, pour moi, sont très intéressants. C'est très théorique. C'était à une époque important. Et je pense que maintenant, ça a bien évolué et ça mériterait d'être à jour, en fait. Donc, cet héritage freudien, voilà, moi, ça m'a un peu, un peu barbé, on va dire ça comme ça. Ouais, ok. Donc, tu as fini ton master et comment ça s'est passé du coup t'es fraîchement diplômé à l'OCOSP. Elle me fait rire cette histoire parce que c'est une anecdote que j'aime bien raconter, mais si tu veux, quand tu soutiens ton mémoire de master, tu as la soutenance que tu passes et le dossier que tu as déjà rendu 2 semaines avant. Et quand je me suis pointé à ma soutenance, j'avais pas compris en fait qu'il te disait directement si c'était réussi ou pas ton master, tu vois. Moi, je pensais que tu allais, puis que un peu 2 semaines après, tu allais recevoir des résultats, tu vois. Et donc, je fais ma soutenance, tout se passe bien. Les experts me demandent de sortir et de revenir, puis j'étais là, pourquoi? Puis ils me disent, ah bah c'est pour délibérer et puis pour savoir si vous avez réussi ou pas. J'étais là, ok, d'accord, je pensais pas que c'était si rapide. Je reviens, je m'installe, ils me disent, bah voilà, vous avez validé votre master, félicitations, etc. J'étais là, bah super, déjà une bonne nouvelle. Et puis j'avais mis mon attel en silencieux, mais j'entendais que pendant ma présentation, il vibrait, tu sais. Et puis j'étais là, merde, bon, je sors de ma soutenance, je regarde, 3 appels manqués, numéro inconnu, bon, je rappelle. Mm. Et puis là, c'était en fait mon ancienne directrice qui essayait de m'appeler à l'OCOSP, qui essayait de m'appeler pour me dire que j'avais décroché un stage, en tout cas temporaire, pour éventuellement déboucher sur un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, c'était vraiment la journée niveau professionnel. C'était Ouais. voilà quoi, la journée de cocu. Ah ouais. Oh, mais c'est fou comme l'OCOSP t'as appelé. Ouais. C'était presque, c'était presque magique. Tout ça, j'en reviens toujours pas. Oui, je pense que c'est le genre de situation où tu te dis bon ok, faut que faut que j'y aille quoi. C'est C'est ça. Surtout que, bah voilà, après 5 ans, 6 ans passés à Lausanne, dont les 2 dernières années où j'avais plus de bourse d'études et je faisais les trajets en train, le fait d'avoir décroché une place de stage et après qui a découlé sur l'emploi qui était à chaud de fond, c'était juste, enfin, je revivais quoi. Les 4 heures de train par jour là pour aller en études, c'était, au bout d'un moment, c'était un peu éreintant quoi, on va dire ça comme ça. puis t'es attaché à ta région, tu t'es pas dit ah Lausanne c'est trop bien, je veux rester là.
Non, alors on va dire que je suis un bon chaude-fonnier dans l'âme. J'adore ma région, un peu moins maintenant parce que ça fait 2 mois là où il fait un sale temps, mais c'est vrai que je suis très attaché à ma région. Tous mes amis, je les ai gardés, ils sont ici. Euh, j'ai fait des connaissances à Lausanne, mais c'était des connaissances qui étaient académiques. Mm. Voilà, j'ai pas posé de lien très très fort là-bas, donc j'étais très content de revenir ici. Ok. Donc, en fait, donc ça veut dire que à la fin de ton master, t'as postulé à Locos pour une place de stage. En fait, même avant, ce qui se passe, c'est que pendant le master, donc tu as tes consultations à faire, plus un minimum de 4 mois à 50% dans un domaine de l'orientation à faire comme stage. Ok. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais postulé à l'OCOSP et j'avais postulé auprès de l'Office AI, qui est ici à Chaux-de-Fonds. Et j'ai été reçu à l'Office AI. Et par contre, ils m'ont dit, bah voilà, on trouve que c'est intéressant pour que vous terminiez vos études. Par contre, 4 mois à 50%, ça va être un peu juste. Et puis moi, je leur ai dit, ouais, bah, y a pas de souci. Moi, je suis étudiant, je suis motivé à découvrir le métier au maximum, à faire beaucoup d'expérience. Et ils m'ont proposé un contrat qui était d'un an à 80%. Donc j'ai fait ça. En plus, ça me permettait d'avoir un tout petit salaire, mais d'être toujours dans la région, tu vois. Donc plus de déplacements en train, plus de dépenses liées à ça. Donc c'était vraiment tout bénef pour moi. J'ai adoré franchement le fait de faire mon stage auprès de l'Office AI. C'était vraiment une super équipe. Problématique qui était un peu plus importante des fois au niveau des suivis avec les personnes parce que c'est des personnes qui sont majoritairement en situation de handicap, que Mhm. tu dois réorienter, que tu dois placer, que tu dois évaluer. C'était un peu plus dur émotionnellement, on va dire ça comme ça, Ok. que le job où je suis actuellement. Mais je suis très content d'avoir découvert ce métier-là. Je suis très content de m'être fait des connaissances aussi là-bas. Et après, du coup, j'ai postulé à l'OCOSP et mon profil les a intéressés. Et voilà, comme je te dis, ça s'est goupillé avec la fin des études, bah, le jour même en fait, où ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, bah voilà, on a une place, déjà un contrat à durée déterminée, qui pourrait déboucher sur de l'indéterminé. Donc Mm. évidemment, j'ai dit oui, quoi. Voilà. Ok. Ok. Trop bien. Euh, Ouais. et du coup, à l'AI, tu as aussi comme titre conseiller d'orientation? J'avais même le titre de psychologue conseiller en orientation. Je sais pas pourquoi, il y a une différence, mais ouais. Ok. Et du coup, ton papier, tu peux donc bosser à l'AI, à low cost, tu pourrais bosser. Est-ce que tu pourrais bosser ailleurs, en entreprise ou... Tu pourrais bosser dans le milieu des RH. Mhm. Le problème, c'est que, enfin, je me suis déjà fait la réflexion, mais l'idée, moi, c'est d'être, d'être au contact avec les personnes, de les aider, et puis pas de défendre les intérêts des entreprises ou des choses comme ça pour faire du management ou pour faire du chiffre ou pour faire du processus de recrutement. J'en connais 2, 3 qui sont partis là-dedans et qui sont vite revenus sur des postes comme le mien parce que c'était, à la base, si tu fais psycho, c'est a priori pour aider autrui et puis pas pour essayer d'en retirer un avantage financier en fait. Mhm. J'avais mis la question, tu avais une idée préconçue du métier et si tu arrivais à concevoir le quotidien d'un conseiller d'orientation? Je pense que, je suppose que tu avais une idée assez claire de comment ça se passait vu que tu as bossé pendant un an avec eux en stage. Est-ce qu'il y a quand même, une fois que tu as vraiment exercé ce métier toi-même, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, que tu n'avais pas pensé, auxquelles tu n'avais pas pensé avant? Ouais, bah tout ce qui est relation en fait avec les consultants, hein, moi j'ai pas pu voir parce que finalement en entretien, c'est pas possible, il y a le enfin la politique de confidentialité, etc. Je pouvais pas y accéder hein, à l'entretien directement, mais là où j'étais un peu surpris, c'était quand même que on a énormément de proximité avec les gens qu'on côtoie en fait, on les connaît très très bien. Au-delà de l'aspect qu'est-ce que tu vas faire
dans une future formation. On en vient vite en fait à parler de la sphère privée en fait. Et c'est là en fait où ça recoupe ce que je te disais, c'est qu'on mélange tellement maintenant vie privée, vie professionnelle, que c'est pas possible de parler de l'un sans parler de l'autre en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris, mais en bien. Oui, encore plus en 2020-2021, privé pro. Ah bah là, c'est l'année où on mélange tout. Ok. Pendant tout ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude? Ben, tu vois, j'ai commencé avec un profil grosso modo d'élèves qui était pas promu en première année de CFC. À ce moment-là, enfin niveau confiance en soi, c'était pas terrible. Niveau scolaire, ben ça m'a un peu détruit parce que je me suis dit ouais, finalement je peux pas faire des études. Mais en fait, un petit peu en tâtonnant, un petit peu en allant à gauche à droite, j'ai quand même vu que les études c'était possible. Et du coup, le système de formation suisse pour monter en puissance entre guillemets, c'est vraiment un truc qui est juste génial parce que tu peux vraiment y aller petit à petit et tu peux arriver à des formations qui sont en école supérieure, tu peux arriver à des postes qui sont incroyables en passant par des CFC, en passant par des, comme diraient mes élèves, par les formations qui sont moindres, tu vois. Donc, ce stéréotype, encore une fois, moi, il m'énerve. Je trouve que tu peux faire des très belles choses en passant par toutes les voies qui sont possibles et imaginables. Donc, ouais, je dirais ça. Un peu une aptitude scolaire comme ça, que je pensais pas avoir, en tout cas au début. Ok, d'accord. Et quelle inaptitude tu t'es découverte? J'ai eu pas mal en tout cas en formation, mais au niveau des examens, j'ai eu pas mal de mal, on va dire, à gérer le stress par rapport à tous les examens, par rapport à cette période qui est quand même hyper chargée en fin de semestre. Tu dois présenter X examens si tu veux avoir la paix pendant les vacances. Voilà, c'était vraiment hyper compliqué à gérer ça. Après, je sais pas si c'est vraiment une inaptitude. En tout cas, c'était une difficulté que j'ai rencontrée pendant la formation. Oui, à chaque fois que je pose cette question aptitude, inaptitude, les gens sont pas ravis. Inaptitude, c'est pas une inaptitude. Je suis d'accord, c'est juste c'est des mots que j'ai trouvés. Je voulais pas que les questions ressemblent à un entretien d'embauche. Ouais. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Ouais, je comprends, t'inquiète. Mais du coup, ce stress, tu le retrouves ailleurs ou c'était spécifique aux examens? Non, c'était vraiment spécifique à cette période d'examen où tu te sens prisonnier devant ta copie, où tu te sens prisonnier de devoir être performant pendant 4 heures, où tu as le droit d'aller faire pipi quand on te le dit. Tu vois, c'est vraiment ce délire-là. Moi, j'ai vraiment du mal, quoi. Je sais pas, toi, comment tu t'en sors, mais moi, j'avais vraiment du mal. Ah, peut-être ça t'aurait plu, les examens en ligne, du coup. Ah, peut-être, oui. Non, mais c'est sur des périodes longues et le moment de l'examen en soi, c'est très ritualisé. Enfin, ouais, comme tu dis, quoi. Faut... Non, mais tu sais qu'il y a un marché de médicaments. Il y a pas mal d'élèves qui se dopent aux États-Unis au méthylphénidate, à la Ritaline, ou des choses comme ça, pour être concentré pendant les examens. Et, enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un problème quand même. C'est tout à fait naturel d'être concentré 4 heures d'affilée sur. Je savais pas, mais ça m'étonne pas tant que ça. Ouais, mais ok, non, mais je te comprends, je te comprends. Bah moi j'ai eu qu'une seule session d'examen universitaire en fait du haut de mes 23 ans et de mon deuxième bachelor. Donc c'était ta première maintenant, celle en ligne, tu dis? Non, en présentiel, pardon. J'ai eu qu'une seule session d'examen en présentiel universitaire dans ma vie, quoi. D'accord. Je l'ai bien vécu, mais je peux comprendre. Tu l'as bien vécu. Ouais. Okay. Après, on n'a pas des examens de 4 heures. On a 2 heures max, quoi. C'est pas pareil. Ouais. Je comprends les gens pour qui c'est une énorme source de stress parce que, ouais, c'est quand même énorme, quoi. Surtout les examens finaux, quoi, qui te demandent bah voilà, tu t'es investi pendant 3 ans, il faut surtout pas le planter.
Voilà quoi, la joie des études universitaires. On va pas refaire le système académique, mais c'est vrai que il pourrait y avoir des meilleures solutions selon moi. Mais bon. Oui. Mais si, refaisons. Refaisons-le. Ah. Non, mais oui. Je partage. Ok. Bah alors, dernière question après 1h30 d'entretien. J'espère que c'est pas trop long. Hein, Mais je disais avec Suzanne, parce que Suzanne, on a enregistré pendant 2 heures. J'aurais parti les 2 heures, mais je pense bien qu'il y a pour des gens, ils voient 2 heures d'épisode, ils ouvrent même pas le truc. Donc, c'est ça. voilà. Mais moi, ça me dérangerait pas du tout de les sortir comme ça. Donc, mais ça tenait vraiment qu'à moi, je ferais comme ça. Ok. Donc, dernière question. À chaque fois, je pose la question de si tu avais de nouveau 15 ans ou 18 ans, suivant le parcours. Si tu avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que tu ferais pour voir s'il y a des trucs que tu regrettes ou pas. Et moi, je voulais te poser la question, si tu avais de nouveau 18 ans en 2021, qu'est-ce que tu ferais? Parce que on va me parler de la situation actuelle des étudiants qui est quand même particulière, enfin des jeunes de manière générale. Ouais. Déjà, d'un point de vue purement formation, finalement, j'aime bien mon parcours, donc je te dirais, je ferais la même chose parce que l'idée de pas avoir fait un parcours en ligne droite, lycée, puis après fac de psycho, etc. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a presque plus de sens à avoir fait mon parcours avec mon métier que quelqu'un qui a tout fait en ligne droite et puis qui va dire à des gens, bah voilà, il peut y avoir d'autres moyens, il peut y avoir des déconvenus, il peut y avoir des passerelles à prendre, des choses comme ça. Donc en termes de légitimité, moi je trouve que c'est pas mal pour le job que je fais. Après, je me suis découvert surtout en passerelle, un intérêt pour tellement de choses que je pense que je partirai un peu plus dans tous les sens. J'adore le côté artistique, hein, je t'ai dit, tout ce qui est photo, vidéo, etc. Pourquoi pas en faire un métier. J'adore la biologie, j'adore la chimie. Il y a le CFC de Laborantin en chimie, j'ai toujours trouvé ça super cool. J'adore aider les gens aussi, mais je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu manuel à la fin qui me manque. Donc, je m'étais aussi intéressé au métier d'ostéo ou de physio. Donc, je sais pas, je partirais dans tous les sens, franchement. Et ça serait très difficile de me refixer sur quelque chose. Mais dans les grandes lignes, je pense que je ferais vraiment pareil. Ok. Mais qui sait, à 30 ans, peut-être que le conseiller d'orientation va se réorienter. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, je suis hyper satisfait de mon job, très heureux et ça se passe super bien. Donc, ouais. Mais c'est chouette aussi que tu saches que dans l'univers, plein de choses te sont possibles et te plairaient potentiellement. Et je pense que ça fait du bien aussi de se dire, ok, je suis capable et j'aurais envie aussi d'autres choses. Et je sais pas, c'est un peu rassurant. Bien sûr. Après, comme je leur dis souvent à mes élèves, l'idée de te lancer dans une profession, c'est pas renoncer à d'autres choses. Hein. Il y a beaucoup d'élèves qui ont un côté artistique, qui vont pas l'entreprendre professionnellement, mais qui peuvent continuer de le faire à côté, qui peuvent continuer à dessiner, à poster des photos sur Instagram, à développer leur côté artistique, même si c'est pas rémunéré. Mm-hmm. Oui, je crois que c'est avec Suzanne qu'on en parlait aussi. Elle parlait de gens qui, de son entourage, s'étaient lancés aussi dans le graphisme ou quoi, et qui se rendaient très vite compte que le faire professionnellement, ça les intéressait pas du tout, quoi. Ils voulaient garder ça comme loisir, et puis Ouais. obligé de professionnaliser toutes tes passions et hobbies, quoi. Ça peut être à l'orientation, mais c'est pas. Ouais, non, encore une fois, c'est toi qui disais dans ton épisode que oui, c'est bien de réfléchir en termes d'intérêt, mais il n'y a pas que ça qui compte. Hein. Partir des intérêts et puis te dire t'aimes dessiner, alors tu vas être graphiste, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Ouais. Parce que du coup, actuellement, on n'a pas défini exactement. Donc là, tu travailles dans une école secondaire. Voilà. Enfin, cycle 3, maintenant, ils appellent ça comme ça. Pardon, il n'y a pas de souci, hein, parce que moi, je comprends comme ça aussi. Oui.
Euh, et donc, en fait, chaque école, chaque collège a un centre d'orientation en son sein, dans lequel, du coup, il y a des conseillers d'orientation. Et donc, tu as souvent dit mes élèves. Ouais. Tu as des classes attribuées ou tu as un bureau et les élèves de l'école viennent te voir juste comme une extension de l'OCOSP? Voilà, c'est ça. Alors, grosso modo, on a un bureau par collège qu'on appelle les bureaux périphériques parce qu'il y a une maison mère à Locosp où on reçoit les adultes, les élèves aussi. Mais en règle générale, si tu es scolarisé, tu viens dans les bureaux à Locosp. Et on est deux par bureau. Donc, c'est-à-dire qu'on se répartit les classes de 10e et 11e du collège entre deux conseillers. J'ai une douzaine de classes, je dirais, avec les classes terminales à moi, et ma collègue a environ 12 classes, donc 10 et 11, tout degré confondu en fait. Et à côté de ça, je travaille aussi à la maison mère entre guillemets de Locos pour les jeunes qui sont en rupture d'apprentissage dual. Et les jeunes qui sont en rupture d'apprentissage en école à plein temps. Et je fais un peu de jeunes adultes jusqu'à 25 ans. Ok. Oui, donc tu as plusieurs publics et vraiment plein de profils différents dans des contextes très différents. Je pense que c'est hyper intéressant aussi dans ta semaine d'avoir cette diversité-là. C'est ça change vraiment du tout. T'as une journée où tu peux avoir une situation scolaire d'un jeune qui est en contrat d'apprentissage. Après, tu as quelqu'un qui est en rupture. Après, il y a quelqu'un qu'il faut orienter parce que il a des problèmes dans sa formation actuelle pour des raisons médicales, des choses comme ça. Tu es en contact avec différents services, avec différents prestataires, etc. C'est vraiment, t'as pas un jour qui est pareil, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Est-ce que tu as... Bon, après, on va arrêter parce que, bon, on va pas parler 5 heures. Ouais, ça marche. Mais tu as déjà eu des entretiens conflictuels? Je pense notamment aux les jeunes qui sont en rupture d'apprentissage. Je sais pas s'il y en a qui sont obligés de venir te voir et qui n'en ont pas envie. Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, je leur dis toujours quand ils débarquent et qu'ils ont été un peu forcés par les parents à venir me voir. Le premier truc que je leur dis, c'est bon, est-ce que tu viens me voir avec le couteau sous la gorge et est-ce que tu as envie d'être là, en fait? Ok. Et tu as des élèves qui me répondent clairement, non, j'ai pas envie. Puis je leur dis, bah ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On va rester là 15-20 minutes, 35 minutes à s'asseoir et se regarder dans le blanc des yeux, ou tu veux quand même discuter de tout et de rien? En règle générale, on discute de tout et de rien, et forcément qu'on embraye sur le professionnel. Forcément. Et puis à partir de ce moment-là, je lui dis, bah voilà, ok, c'est conflictuel dans ta famille, mais qu'est-ce que toi tu pourrais faire de ton côté pour que ça aille mieux? Parce que c'est aussi bien d'avoir les parents qui te lâchent et puis d'être indépendant, puis d'arrêter d'avoir ces questions. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Puis en règle générale, ils s'ouvrent quand même assez volontiers. J'ai jamais eu vraiment une situation conflictuelle, non. Plus quand il y a des parents en entretien avec leurs enfants. Du coup, j'essaye d'éviter, mais des fois, ça peut être un peu conflictuel entre les parents. Mais sinon, c'est assez rare. On est là pour votre enfant, merci. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Je ne suis pas thérapeute de couple. Ouais, vraiment, quoi. Ça arrive de dire aux parents, écoutez, j'aimerais voir votre enfant seul. Ouais, complètement. Alors, ça m'arrive de le dire. Et d'ailleurs, en règle générale, je le propose, en tout cas pour le premier rendez-vous. Et après, s'il y a des choses, parce que des fois, il y a des élèves qui ont, par conflit de loyauté, qui ont peur de dire certaines choses aux parents. Du coup, tu convoques les parents et tu essayes de décanter un peu la situation. Ou voilà, t'expliques un petit peu le ressenti de chacun. Et puis, tu fais ton job de psy. Et puis, pas d'orientateur, quoi, de vulgairement, hein, mais de donner des infos sur des écoles et des choses comme ça. Ouais, ok. Bon.
Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer à un jeune qui actuellement ne sait pas trop quoi faire de sa vie Euh, N'hésitez pas à aller par tâtonnement. N'hésitez pas à essayer différentes choses, même si c'est pas forcément quelque chose qui vous tente ou qui serait, comment on va dire, auquel vous n'auriez pas pensé, parce que souvent, il y a quand même, ça se fait souvent par hasard, quoi. Ça se fait quand même souvent par hasard. Donc, n'hésitez pas à provoquer votre chance, à provoquer les situations où il pourrait y avoir de hasard. Maximisez vos stages. C'est surtout là que vous aurez des belles expériences, quoi. Je sais que ça peut être un peu cliché, mais vraiment, c'est là où on a le premier contact. C'est important. Ok, bon, et ben merci beaucoup. Merci à toi. C'est très chouette. Ouais, c'était sympa. Merci. Je remercie encore Locosp de m'avoir donné l'opportunité d'interviewer un de leurs conseillers d'orientation et je remercie chaudement Michele qui s'est prêté au jeu pour nous partager son expérience. Enfin, merci à vous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à bientôt.